Je suis agriculteur et donc co-gérant de la SCEA, la ferme de l'Épivert. J'ai 42 ans, je suis installé depuis 2009 en bio, en production végétale, sur 40 hectares dans la vallée du Gier. Donc la ferme, elle est sur les hauteurs de rive de Gier, côté Pilat. Aujourd'hui, donc sur les 40 hectares, on produit entre 2,5 hectares et 3 hectares de légumes plein champ. C'est des pommes de terre, des courges et des poireaux. Et 35 hectares de céréales, donc une petite ferme en termes de surface. Donc l'idée du départ, quand je me suis installé tout seul, ça a été de transformer et valoriser les céréales. Donc j'ai commencé tout de suite à transformer du blé en farine et de faire de l'huile de colza, du colza en huile. Voilà. Je me suis récemment associé avec un cousin en 2021 et donc en 2021 on s'est associé, on a fait la SCEA et en 2022 il m'a réellement retrouvé sur la ferme. Sans agrandissement, on est resté sur la surface initiale, c'est-à-dire la quarantaine d'hectares que j'avais déjà avant tout seul. Et la question de la production à créer ou à augmenter étant deux avec donc un peu plus d'activité et de revenus, la question s'est posée, sachant que le facteur limitant sur notre ferme, ça a toujours été le manque d'eau, enfin un des facteurs limitants, ça a été le manque d'eau. Et voilà, le changement climatique, les sécheresses à répétition, les fortes chaleurs, le vent qui est, on trouve de plus en plus fort et régulier, en fait, nous ont rapidement, on a rapidement banni l'augmentation de la surface en légumes. On a opté plutôt pour une production qui ne dépendait le moins possible de la météo. Et le fait que je faisais déjà auparavant de la farine, on a opté rapidement pour une transformation de farine en pain qui, on l'espérait, allait conforter et diversifier l'exploitation. L'état des lieux. Donc aujourd'hui, on dispose, nous, d'une retenue collinaire qui fait que 4000 m3, qui fuit comme un panier. On n'est pas propriétaire de cette retenue d'eau, on n'est que locataire. Et elle a de plus en plus de mal à se remplir, suivant les années, alors que les premières années, quand je me suis installé, on a eu plutôt des années humides, des hivers humides, et elle débordait. Enfin, je me voyais plutôt serein là-dessus. J'ai même commencé par drainer des terrains pour améliorer les rendements, alors qu'aujourd'hui, les terrains, ils coulent plus du tout, quoi. La production de légumes, donc je l'ai dit, c'est 3 petits hectares. C'était l'activité la plus importante quand moi j'étais tout seul, jusqu'à il y a 2 ans. Mais depuis, donc, je me suis associé, voilà, il n'y a pas plus de légumes. La surface est restée la même. La grande question chaque année, ça c'est souvent ce que je dis, c'est une équation avec 2 inconnus. On a un volume d'eau qu'on connaît, malheureusement, on arrive à estimer ce qu'il y a dans le barrage. Et on sait qu'il va falloir répartir ce volume d'eau sur 6 mois. On attaque à irriguer les pommes de terre quand tout va mal dès le mois de mai. Et on arrive à finir des tours d'eau sur les poireaux au mois de novembre. On l'a eu fait parce que c'est sec, c'est sec, c'est sec. Et les poireaux, si on veut attaquer à la récolte, il n'y a pas le choix. Donc je reviens sur mon équation à 2 inconnus. Voilà, on sait une sécheresse quand elle commence, mais on ne sait pas quand elle va se terminer, quoi. Donc quand on voit qu'un barrage n'est pas plein et qu'on est déjà au mois de mai qu'il faut commencer à arroser, on sait que les légumes, la patate, ça tubérise fin juin, début juillet. Donc voilà, on se dit qu'est-ce qu'on fait? On continue à arroser, on va faire brûler un cierge, on attend. Enfin, voilà, ça fait poser plein de questions et ça met énormément de stress. Voilà, et ce qui fait qu'il y a eu certaines années qui ont été très stressantes et angoissantes. Et le risque de ne pas avoir d'eau ou peu d'eau en fin d'hiver, ça lui est arrivé aussi. Il y a une année, le barrage s'est rempli au mois de mars. Je me disais, voilà, cette année c'est mort, on n'aura pas d'eau pour irriguer. Et puis on a eu un mois de mars un peu humide qui a fait que ça arrivait un peu d'eau. Voilà, donc on ne sait pas forcément toujours comment on va commencer la saison, quoi. Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est compliqué, quoi. Voilà, il faut aussi parler des fortes chaleurs. Alors bon, je ne suis pas météorologue, mais on a quand même des grosses. On a eu l'année dernière des semaines au mois de mai qui ont été caniculaires. On a fait nos plantations de courgettes de poireaux sous la canicule, donc ça a été très compliqué. On balançait que 5 à 10 mm sur les poireaux pour juste essayer de les rafraîchir parce que le barrage était très bas déjà mi-juin l'année dernière. Heureusement qu'on a eu 15 jours d'orage qui a fait qu'on a pu repousser l'irrigation sur le mois de juillet et août.
Donc en fait, c'est les plantes qui stressent, bien sûr, mais c'est aussi nous, quoi. Et ça, je pense que quand vous faites des journées 10-12 heures l'été à 35 degrés, le soir vous êtes rincé, le lendemain c'est pareil, c'est 6 heures du matin, le soleil est déjà brûlant. Enfin, franchement, moi, c'est hyper stressant et c'est usant, c'est fatigant. Aujourd'hui, je dirais qu'on a trouvé un équilibre en diversifiant les productions. On savait que sans plus d'eau, de toute façon, on ne pouvait pas augmenter la surface de légumes en bio, alors qu'il y avait une demande qui encore récemment était forte. Donc ça a été un peu frustrant parce qu'on a le savoir-faire, on se débrouille pas trop mal, on arrive quand même à sortir des jolis rendements en légumes. Mais voilà, quand on s'est associé avec mon cousin, on a fait une croix sur l'augmentation de la production de légumes, quoi. Mais bon, aujourd'hui, je le redirai dans mon ressenti, on regrette pas parce que le fait d'être parti sur une production qui ne dépend pas de la météo, comme j'ai dit tout à l'heure, le pain, ça permet, c'est à peu près 50% aujourd'hui de l'activité, ça permet quand même de bien sécuriser le système, quoi. Moi, aujourd'hui, mon opinion, c'est que sans irrigation ou avec trop peu d'eau, la production de légumes, elle est tout simplement impossible. Voilà, on n'est pas David Copperfield, c'est pas possible pour moi de produire des légumes sans eau ou avec pas assez d'eau. Ou c'est trop risqué en tous les cas. Voilà, parce qu'il y a deux choses. Je prends l'exemple de la vigne en comparaison à la pomme de terre. La vigne, les années plutôt sèches, le vin est bon. La pomme de terre, les années sèches, vous n'avez pas de rendement et vous avez des patates toutes tordues, toutes horribles. Voilà, donc c'est la double peine. Nous, aujourd'hui, on vend plutôt en demi-gros, et donc avec des prix de demi-gros, et donc les rendements et la qualité doit être acceptable. Et l'irrigation lie aussi le calibre, la régularité et compagnie, quoi. Donc si vous avez des stress avec des manques d'irrigation, derrière, ça fait des légumes qui, pour le demi-gros, sont pas acceptés, quoi. Donc beaucoup de pertes et compagnie, quoi, tout ce qui va avec. Aujourd'hui, nous, on a un ratio qui est à peu près de 1500 m3 d'eau par hectare de légumes. Comme je vous l'ai dit, on a à peu près 3 à 4000 m3 d'eau qu'on répartit sur nos 2,5 hectares, 3 hectares. Donc, à aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment impossible, voire très difficile de faire moins, quoi. Voilà. Il y a les systèmes de goutte à goutte, tout ça. Nous, on irrigue avec des enrouleurs. Mais aujourd'hui, on arrose que la nuit. Voilà. Ou alors vraiment les journées qui sont très propices, très nuageuses, pas trop chaudes et sans vent, mais ça existe quasiment plus, quoi. Voilà. Donc on fait tourner la nuit. On a acheté une caméra pour surveiller les enrouleurs parce que je me levais les nuits de chez moi pour aller voir dans les parcelles et ça, au bout d'un moment, c'était épuisant. Donc on a acheté des caméras qui nous permettent de surveiller les enrouleurs d'une application sur le téléphone. Comme ça, de mon lit, j'ai juste à tendre le bras et à regarder la vidéo, quoi. Mon ressenti, donc ça a été d'abord, ça a été beaucoup de colère et d'inquiétude il y a quelques années, parce que j'ai bien cru que j'allais y passer, quoi. Enfin, j'ai bien cru que ça allait, enfin que, pour moi, le réchauffement climatique, nous, on va être dans les premières victimes, surtout dans la vallée du Gier où il y a quasiment pas de réseau d'irrigation. On est à 340 mètres d'altitude, on est sur des terrains séchants avec du vent. Donc voilà, pour moi, l'agriculture sera une première victime du changement climatique. Et j'avais fait par le passé des mails, justement, quand j'étais au bout du rouleau sur le mois de fin juin, début juillet, là, aux instances agricoles, en disant que si rien n'était fait, ça allait être catastrophique, quoi. Les fortes chaleurs, donc, comme je l'ai dit, elles accentuent la fatigue, le stress. Et c'est vrai qu'être entouré de paysages grillés, souffrants, on voit des haies qui crèvent, des arbres, machin. C'est vrai que ça aide pas du tout à rester serein, quoi. Quand vous êtes vraiment, enfin, si vous êtes observateur de la nature, vraiment, c'est déprimant. Moi, ça m'en met les larmes aux yeux des fois de voir la nature autour de nous qui est en train de périr comme nous, quoi. Enfin, avant nous, mais voilà, c'est vraiment compliqué. Bon, aujourd'hui, c'est peut-être que l'année 2023 est un peu plus favorable, ou plutôt normale. Mais je suis un peu plus apaisé, comme je vous l'ai dit. Nous, on est arrivé aujourd'hui à deux à sécuriser la ferme avec la production de pain. Et aussi d'être deux, j'avoue que ça a permis de répartir les responsabilités et les soucis, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est bien, parce que quand vous êtes tout seul en plus et sur votre ferme à gérer tout ce qui gravite autour, voilà, des fois c'est un peu trop, quoi, tout seul. Enfin, l'avenir et les perspectives. D'avoir une ressource en eau très limitée, ça nous a vraiment, nous, appris à gérer du mieux possible notre volume.
Il y a encore, à mon avis, aujourd'hui, beaucoup trop d'aberrations et de gaspillage. Je prends l'exemple juste en 2 secondes du réseau du Rhône qui est arrivé juste en face de chez nous, sur les communes de Saint-Joseph, Saint-Martin-la-Plaine. Et dès le mois de mars, on voyait des enrouleurs qui tournaient dans des prairies, quoi. Et voilà. Et, enfin, c'est dommage parce que finalement, l'année a vite viré à la pluie. Et ben, c'est des milliers et des milliers de mètres cubes d'eau qui n'auraient pas besoin, quoi. Voilà. Donc je pense que quand on a l'abondance de l'eau, voilà, on ouvre la vanne, ça coûte pas trop cher, et puis ça fait ce que ça fait. S'il y a un peu de vent, c'est pas grave. S'il fait un peu trop chaud, qu'il y a de l'eau qui s'évapore, c'est pas grave. Alors que nous, non, ça c'est interdit. Les fuites, c'est interdit. On peut pas laisser une fuite constante parce qu'on sait que c'est des mètres cubes, des quelques dizaines de mètres cubes qui s'en vont. Donc pour moi, la priorité devrait être plutôt culture vivrière, ainsi que l'abreuvement du bétail, parce que je suis quand même entouré d'éleveurs, donc je sais ce que c'est aussi de commencer à manquer d'eau pour le bétail. Mais j'ai un peu de plus en plus de mal à défendre les systèmes de maïs ensilage irrigué sur des terres séchantes. Il y a des terres qui sont plus du tout, à mon avis, appropriées. Et surtout du maïs qui derrière va refaire des dizaines de kilomètres pour nourrir du bétail. Donc c'est vrai que ça commence à être compliqué de défendre ce système-là. Et juste pour finir, il me paraît aujourd'hui important de rendre l'eau accessible, je pense, à un maximum d'agriculteurs, sans doute avec des volumes limités par rapport à ce que je vous ai dit, pour bien gérer les volumes, afin d'éviter le gaspillage et les aberrations. Et je pense que créer une multitude de petites oasis, comme on voit chez nous, quand on irise 3-4 hectares, on voit que la nature, elle est là, qu'il y a de la faune, il y a de la fleur. Et je pense que c'est cohérent, aujourd'hui ça me paraîtrait être cohérent qu'il y ait un maximum de fermes qui puissent sécuriser leur système. Parce que si c'est faire dépérir des fermes où il n'y a pas d'irrigation pour qu'elles achètent à des dizaines de kilomètres du maïs en silage ou des fourrages venant de régions où ils ont tout en abondance, je trouve que c'est pas cohérent, quoi. Voilà, j'ai fini.